Chers téléspectateurs de H-Live, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée. Mon nom c'est Edouard Franklin Jedems. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter une nouvelle émission intitulée « À l'ombre de l'horizon ». Cette émission a pour objectif de vous faire découvrir différents auteurs, écrivains et également des livres apparus dans notre communauté. Tout au long de cette émission, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions que vous nous laisserez sur nos pages Facebook et tant d'autres. En direct ou en différé, le plaisir ne sera jamais différent. Notre objectif, c'est de vous servir. Ce soir, dans notre premier numéro de cette émission, À l'ombre de l'horizon, nous allons vous faire découvrir un recueil de poèmes et aussi à la fois son auteur. Ce recueil qui a pour titre Le Palais du Chagrin est écrit par un écrivain, un poète. Il s'appelle Maguet Delva. Maguet Delva est né en Haïti à la petite rivière de l'Artibonite. Il est diplômé en communication et également en diplomatie. Il est également journaliste, ancien responsable de communication et des relations publiques à l'ambassade de la République d'Haïti en France. Et il exerce également les mêmes fonctions au consulat général de la République d'Haïti à Paris. À tout seigneur, à tout honneur, nous accueillons sur le plateau, à l'ombre de l'horizon, M. Maguet Delva, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Maguet Delva. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver dans ce premier numéro de notre émission À l'ombre de l'horizon pour nous parler de vous-même, de votre carrière et aussi pour nous parler de ce livre, ce recueil de poèmes que vous venez de écrire et de publier. Merci. Alors, Monsieur Maguet Delva, il faut commencer par le commencement. Qui êtes-vous? Je suis Maguet Delva, comme vous venez de le dire. Je suis né à la petite rivière de l'Artibonite et j'ai l'habitude de dire que je suis né entre trois rivières. Petite rivière de l'Artibonite, l'Esther et Petite Source. D'ailleurs, dans mon recueil de poèmes, il y a pas mal de poèmes qui sont consacrés à ces lieux que je viens de vous citer. D'accord. Donc, vous êtes né en Haïti, dans le département de l'Artibonite. De l'Artibonite. Un endroit qui s'appelle Petite Rivière de l'Artibonite. Petite Rivière de l'Artibonite. Il y a deux monuments historiques dans cette ville. C'est le fort de la Crête-à-Pierrot et le palais de 365 portes qui font de Petite Rivière de l'Artibonite une ville historique et qui possède des monuments qui retracent les épopées de nos illustres ancêtres. D'abord, la bataille de la Crête-à-Pierrot, c'était une bataille très importante, c'était une espèce de verrou, et que nos ancêtres, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, les deux généraux, c'est-à-dire le général Toussaint Louverture et le général Jean-Jacques Dessalines, étaient côte à côte dans la bataille de la Crête-à-Pierrot. Et c'est cette bataille-là que nos ancêtres ont vaillamment remportée, qui a permis la bataille de Vertières et qui a consacré l'indépendance d'Haïti le 18 novembre 1803, où nos ancêtres sont venus à bout de l'armée napoléonienne. Comme vous pouvez constater, chers téléspectateurs de H-Live, dans notre premier numéro À l'ombre de l'horizon, Monsieur Maguet Delva attaque très fort déjà l'histoire. On va en revenir. Mais pour l'instant, nous allons rester dans ce commencement, ce début, pour parler un petit peu de votre carrière. Comment avez-vous débuté dans l'écriture? Où avez-vous commencé à écrire? Alors, présentez-vous un petit peu dans ce contexte-là aux téléspectateurs de je suis essentiellement journaliste. J'ai fait des études de journaliste. Je suis un diplômé du CFPJ, qui est l'une des plus grandes écoles de journalisme en Europe, que tout le monde connaît. Et j'ai fait des études aussi de communication. Et j'ai commencé dans un journal martiniquais, du moins antillais, qui s'appelle Dom Hebdo. C'était où exactement, en Haïti? C'était à Paris. Non, c'était à Paris. C'était à Paris. J'ai commencé en 92 avec un monsieur qui s'appelle Richol, qui était à la tête de ce journal qui s'appelle Dom Hebdo. Et j'avais l'habitude de participer
et comme tous les journalistes, aux réunions du comité. Et un jour, il m'a dit, mais toi, tu vas nous faire des reportages à l'Assemblée nationale. Parce que tu as une très belle gueule et je pense que tu peux nous faire. Voilà comment j'étais embarqué pendant à peu près 10 ans pour Dom Hebdo à aller presque tous les jours à l'Assemblée nationale française et au Sénat pour faire des reportages, et non seulement sur les élus martiniquais, guadeloupéens, guyanais, tous les députés. Et c'est ainsi que j'ai bien connu celui qui a succédé à Aimé Césaire, Darcière et les autres, Anicet Turiné. Ce sont des gens, Marie-Jeanne, l'actuel président du conseil régional à la Martinique. Ce sont des gens que j'ai beaucoup interviewés pour le journal Dom Hebdo. Et après, j'étais correspondant de Haïti en marche à Paris, ça pendant à peu près une vingtaine d'années, de 1990 jusqu'en 2002. J'étais correspondant de Haïti en marche, qui est un hebdomadaire haïtien. Et puis, jusqu'à présent, je suis encore pilier d'une revue haïtienne qui s'appelle Pour Haïti. Et j'ai écrit, je fais des piges à RFI, bref. Donc, le goût pour l'écriture est arrivé quand depuis en Haïti. Depuis en Haïti. Depuis au collège, en particulier au collège La Renaissance, où j'ai commencé mes études. Mais c'est depuis à la Petite Rivière de l'Artibonite. Et il y avait un collège qui s'appelle le collège moderne de la Petite Rivière de l'Artibonite, où je fais 6e, 5e, 4e. Et puis après, je suis rentré à Port-au-Prince. Il existe encore ce collège? Ah, bien sûr. Ah ben, vous pouvez faire un petit coucou au directeur. Bien sûr. Surtout à un monsieur qui s'appelle Maître Murat Saint-Just et qui nous avait fait un cours. Tenez-vous bien, ça s'appelait Difficulté de la langue française. Oh là là. C'était quelque chose qui nous a permis de bien comprendre les subtilités de la langue française. Et c'était un monsieur tout comment je peux dire, très humble. Oui, c'était une espèce de seigneur qui avait étudié la grammaire à Paris. Un agrégé. Un agrégé et et puis bon, comme c'était un type aussi très psychologique, un jour, je lui avais posé une question. Il m'a dit, mais toi, Delva, tu es un fouineur. Et évidemment, mes condisciples ne savaient pas ce que cela veut dire. Et ils se mettaient à rire de moi. Et Maître Murat Saint-Just m'a dit, est-ce que vous savez ce que ça veut dire fouineur? Il dit, c'est bien d'être fouineur. Delva a déjà son métier. Il est journaliste. C'est un journaliste. C'est un journaliste. Évidemment, 10 ans après, je suis de retour à la Petite Rivière de l'Artibonite. Il m'a vu. C'est beaucoup plus fort que un fouineur. Moi, je dirais même c'est plus qu'un chercheur. Il va beaucoup plus loin dans ses recherches. Et c'est quelqu'un aussi qui a un goût très aigu pour les. Moi, je suis très pointu. Moi, j'ai toujours été un homme curieux. Curieux. À la limite même, mais ça dépasse ta curiosité. J'aime voir. Alors, monsieur Maguet Delvan, je peux vous appeler aussi poète, puisque aujourd'hui nous allons parler de poésie, nous allons parler de phrases, de vers, etc. Donc, comment vous sentez-vous? Plus poète, écrivain? Je ne sais pas. Les téléspectateurs ont besoin de savoir comment vous appelez, effectivement. Je ne sais pas si je suis un écrivain. Ce que je sais... Poète ou pas? Poète, pourquoi pas? Oui, hein? On peut dire ça. J'ai remis un recueil oui, je suis... Oui, je suis quelque peu poète sur les bords. Ce que je sais que je suis un auteur. Un auteur. J'aime écrire. Par exemple, je suis journaliste. Oui. J'ai toujours écrit. Et ça depuis Haïti. Et là, maintenant, j'ai décidé... de publier ce que j'écris. J'ai commencé par ce poème. L'année prochaine, je vais publier un autre recueil de poèmes. Alors, c'est votre première publication? Non. Par exemple, dans le livre, et regardez bien, vous verrez qu'il y a un livre, que je suis co-auteur de ce livre. Alors, je vais dire ça aux téléspectateurs. Alors, Café du Luxembourg à Paris. Voilà. L'histoire comme passion, sous la direction de Gary Hector. Oui. Mélange offert à Leslie François Maniga, édition de l'Université d'État d'Haïti, Port-au-Prince, 2013. Voilà, c'est un livre qui a été publié par l'Université d'État d'Haïti. C'était un hommage au professeur Leslie Maniga. Comme c'est quelqu'un, et j'ai participé
et à ces séminaires à Paris. À l'époque, j'étais étudiant à Paris. Et un ami guadeloupéen... C'était à Sorbonne? Et non, c'était à Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, okay. Sciences Po Paris. Et il m'a dit, il y a un grand professeur qui est vraiment très doctoral, qui, s'il t'explique et le codonium en relations internationales, vous allez voir, c'est un compatriote à toi. Et je lui ai dit, mais comment il s'appelle? Il m'a dit, Leslie Maniga. Je lui ai dit, moi, Leslie Maniga, c'est pas ma tasse d'été. Il m'a dit, viens. Non, vous ne l'avez pas connu en Haïti? Mais... Non, c'est ici. C'est à Paris que j'ai connu Leslie Maniga. Alors, chers téléspectateurs, alors, retenez-vous bien parce que cette réponse m'attire vraiment beaucoup l'attention, puisque dans quelques instants, nous allons revenir sur M. François Maniga, puisque notre poète aujourd'hui, il avait encore écrit, mais comment je peux appeler ça, c'est un hommage que vous avez rendu après sa mort. Parce que pourtant, vous ne l'aviez pas connu en Haïti. Nous étions devenus amis à Paris. J'ai assisté à un de ces séminaires, c'était à Sciences Po, c'était sur la mondialisation. OK. À l'époque, le thème est venu. Et M. Leslie Maniga avait fait un exposé de 2 heures sur la mondialisation. Et je sais, j'en ai suivi beaucoup de ce grand homme, voilà, de ce monsieur qui s'appelle... J'étais complètement renversé et je suis allé le voir. J'ai dit, monsieur le professeur, je suis Maguette Delva. Il m'a dit, mais c'est le correspondant de Haïti en marche à Paris. Il dit, oui, monsieur le professeur. Il a reconnu votre voix. Il m'a dit, mais mon ami, comment ça va? Il me dit, ça va, monsieur le professeur. Et voilà comment Leslie et moi, nous sommes devenus amis. Et je le sens encore dans... Et je le lis sur votre visage, voilà, cette amitié. Hein. Voilà. Et j'étais de ceux, il avait recommandé à l'université de me contacter pour écrire un de ses portraits. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre, dont nous sommes 12 auteurs de ce livre, qui est un hommage au président Leslie Maniga. Pourquoi ai-je choisi Café du Luxembourg? Parce que c'est le lieu de prédilection du président Maniga. Ouais, et j'ai l'habitude de le rencontrer là-bas. Chaque fois qu'il est à Paris, il est là. On se voit. C'est à Montparnasse, je crois, ça? Non, c'est à Luxembourg, c'est à Saint-Michel. À Saint-Michel, ok. Et le président Leslie Maniga, je l'ai rencontré une bonne vingtaine de fois en Haïti et ici à Paris. Et ce livre, c'est un livre très important sur Leslie Maniga parce que la plupart des gens qui ont témoigné dans ce livre, ce sont ses anciens étudiants. Moi, je n'étais pas un ancien étudiant de Leslie Maniga, mais plutôt quelqu'un qui suivait ses séminaires. Chaque fois, je sais que Leslie Maniga était à Paris pour des séminaires, que ce soit à la Sorbonne, que ce soit à Sciences Po de Paris, je me suis toujours dépêché pour aller écouter le professeur. Et après, je peux même dire que M. Leslie Maniga était devenu mon professeur privé à domicile. Parce que nous étions rentrés dans un dialogue permanent. Et parce que perpétuel. Hein? Oui, parce que contrairement à ce que les gens pensent, Leslie Maniga, c'était quelqu'un vraiment de très sympathique. Ce qu'on peut appeler dans le langage universitaire, c'était un professeur très enthousiaste, qui mettait ses élèves à l'aise et qui avait une pédagogie, mais vraiment quelque chose de très somptueuse pour faire comprendre, pour faire passer le message. Par exemple, c'est connu en relations internationales, le thème de condominium, mais si Leslie Maniga vous explique le condominium, l'histoire du condominium, si vous ne comprenez pas, vous pouvez laisser le site international parce que vous ne comprendrez jamais. Aujourd'hui, M. Delva, nous n'allons pas seulement nous attarder sur M. Leslie François Maniga. Nous sommes là pour parler de ce recueil de poèmes qui a pour titre « Les palais du chagrin ». Alors, ce titre m'a beaucoup interpellé, M. Delva. Et je me suis même permis de rentrer à l'intérieur de ce palais. Mais malheureusement, c'est un palais de chagrin. Alors, dites-moi, sincèrement, dites-moi, ne pensez-vous pas que le titre nous conduit un peu trop vers la tristesse? Je ne pense pas. Parce que beaucoup de gens pensent que les palais sont des lieux de bonheur, de processus de décisions politiques. Et c'est là qu'on décide de la vie des citoyens. Non.
parfois il y a beaucoup de chagrin dans les palais. Regardez la couverture du livre. C'est un palais. C'est le palais de 365 portes à la petite rivière de l'Artibonite. Ah oui, vous avez tout choisi. Hein, voilà, que nos ancêtres ont construit. Mais il y a une histoire... Donc ce département est mis à l'honneur dans votre ouvrage. Il faut le signaler également. Oui, il y a une histoire. Toutes les références ont presque été prises dans l'Artibonite. Voilà, il y a une histoire à ce titre. Parce que j'ai connu l'éditeur, M. Éric Soré. À l'époque, j'étais éditorialiste dans une émission communautaire que dirigeait mon ami Romel Lujac. Et je faisais des éditoriaux dans cette émission. Et Éric Soré est venu un jour. Et à l'époque, il était à la tête d'une maison d'édition qui s'appelle Dauphin Noir. Il est venu dans l'émission et nous nous sommes rencontrés. Il m'a dit, j'ai l'habitude de lire tes articles dans Haïti en marche, dans Dom Hebdo et dans Pour Haïti. Il faut que tu m'écrives un livre pour Dauphin Noir parce que la maison d'édition a pour vocation de publier des Haïtiens. Je lui ai dit, OK, pas de problème, je vous écrire quelque chose. Et le mot chagrin et le mot palais s'imposent d'eux-mêmes. Pourquoi? Comme vous pouvez le remarquer, la plupart des poèmes ont été écrits au lendemain du séisme de 2010. Et ce d'autant plus que j'étais en fonction à l'ambassade de la République d'Haïti. J'ai assisté. J'étais un témoin privilégié des processus de décision, comment le pays était par terre, comment les processus de décision pour faire repartir le pays étaient difficiles. Je vais vous raconter une anecdote pour comprendre mieux. 2 semaines après le séisme, le Conseil régional d'Île-de-France, à l'époque dirigé par M. Jean-Paul Huchon, voulait rendre hommage aux victimes d'Haïti. À l'époque, monsieur le chargé d'affaires, monsieur Fritzner Gaspard et moi, nous nous sommes rendus au siège du Conseil régional à Paris. Et là, le président Huchon disait que le président Préval était mort. Évidemment, il y a 2 diplomates qui sont là et monsieur Gaspard m'a dit, monsieur Delva, vous vous débrouillez pour faire comprendre à monsieur Huchon que le président Préval est bien vivant. Je suis allé voir la responsable de communication de M. Huchon que j'ai connu et au mouvement de jeunes socialistes. Je lui ai dit, il faut aller dire à M. Huchon, il faut que M. Huchon rectifie très rapidement que le président Préval n'est pas mort, que le président Préval est bien vivant et qu'il est encore à la tête du pays. Et c'est ainsi que la dame a été dire à M. Huchon ça, et M. dit, mais où est le responsable de communication de l'ambassade? Et il a dit, le responsable de communication de l'ambassade a quelque chose à vous dire. Et là, je suis monté à la tribune pour dire aux gens, non, que notre président n'est pas mort. N'est pas mort, il est bien là. Il est bien là, et voilà. Voilà. Donc, vous assimilez le mot palais à quelque chose de physique, de réel, ou c'est plutôt, je dirais, c'est quelque chose de spirituel? Non. Alors, l'histoire du titre, c'est que moi, c'était pas le manuscrit que j'ai envoyé à mon ami Éric Soré. À qui le titre que j'avais choisi, oui, c'était Actualité poétique. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le remarquer, la plupart des poèmes, ce sont des articles que je ne pouvais pas écrire dans l'exercice de mes fonctions à l'ambassade. Je les ai transformés tout simplement en poèmes. D'où pourquoi je voulais le mot actualité poétique. J'ai envoyé le manuscrit une semaine après, il m'appelle, il m'a dit, c'est formidable, je vais publier ça, mais à une condition, je vais te suggérer un autre titre. J'ai dit, de toute façon, tu vas aimer, tu vas voir. Et il m'a dit, les palais du chagrin. Il me dit, oh! Il me dit, mais oui, il y a beaucoup de chagrin il m'a dit oui. Au palais. Les palais. Et voilà comment, lui et moi, donc si je comprends bien, ça peut être les deux. Ça peut être aussi les palais physiques et ça peut être aussi les palais spirituels ou bien ça peut être bien une métaphore aussi. Non, c'est utilisé par le titre du livre, et c'est pour cela que j'ai accepté ce titre. Il y a 6 raisons. La première raison, c'est que le titre est ésotérique. Ésotérique, ça veut dire que il y a
C'est ça. C'est ça. Deux, le titre est communicatif. Les palais du chagrin, il y a beaucoup de gens qui ont acheté le livre parce que le titre est accrocheur. Non, c'est accrocheur, c'est vraiment accrocheur. Et trois, comme je le disais tout à l'heure, nous avons beaucoup de palais en Haïti que nos ancêtres ont construits. Le palais de 365 portes, le palais... Mais beaucoup de ces palais, sont sans souci. Ouais. Ces palais-là sont en lambeaux. Même s'il y a beaucoup d'efforts pour qu'on puisse les reconstruire. Par exemple, le palais de chez moi de 365 portes, c'est un palais qui est en reconstruction. Et comme je suis haïtien, si j'écris des poèmes, je dois tenir compte de la réalité de mon pays. Et la réalité de mon pays, tu le sais mieux que moi, c'est que nous avons beaucoup de choses qui nous chagrinent en Haïti. Et moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire, il y a une seule chose qui m'empêche d'être un homme heureux. C'est mon pays, Haïti, qui m'empêche d'être un homme heureux. Sinon, j'ai tout pour être un homme heureux. Et quatrième raison pourquoi j'évoque le mot et le titre, beaucoup de gens pensent que les palais, c'est magnifique. Vous êtes dans une fonction, c'est magnifique. On vous voit en beau costume, tout ça. Mais les gens ne connaissent pas l'immense chagrin qui vous submerge parfois dans des processus de décision. Les gens ne savent pas ça. Moi, j'étais plus de ce contexte-là, en lisant le recueil de poèmes et le titre aussi, hein, comme je vous avais tantôt dit que c'est très accrocheur. Moi, j'étais plutôt dans ce contexte où je comprenais que le palais, ou bien les palais, c'est quelque chose d'immense, hein, d'immense, de grandiose, qui font appel à la sagesse, qui font appel à la mélancolie, qui font appel... Voilà, moi, j'étais plus dans ce contexte-là. Je ne voyais pas le côté physique réellement des choses. Et là, vous venez donc de nous faire bien comprendre qu'il existe beaucoup de palais en Haïti, effectivement, qui sont en lambeaux. Très bien. Moi, je pense que, comme vous avez dit, c'est ésotérique. Donc, on peut partir sur les deux définitions avec le titre « Les palais du chagrin ». Déjà, personnellement, moi, je tiens à vous féliciter, Monsieur Delva, puisque j'ai pris le temps, sincèrement, de lire votre recueil de poèmes. Et je vous le dis sincèrement, vous avez fait un bon travail. Merci. Un très bon travail. Et personnellement, je voudrais inviter les téléspectateurs de H-Live, ceux qui regardent très souvent mes émissions, je vous invite à acheter ce livre. Hein, c'est une modique contribution. C'est pas cher du tout. Hein. 15 €. 15 €, vous le dites. Donc, prenez le temps de lire ce recueil de poèmes et vous allez en trouver beaucoup de bonnes choses pour nourrir votre âme. Alors, était-il nécessaire, Monsieur Delva, dites-nous, était-il vraiment nécessaire de partager autant de chagrin, autant de mélancolie dans vos poèmes, Monsieur Delva? Je vous ai dit tantôt que j'ai commencé à écrire ce recueil de poèmes au lendemain du séisme de 2010, où j'ai perdu une trentaine des gens avec lesquels j'étais à l'école. D'amis, des cousins, de camarades, voilà. de condisciples. Voilà. Ouais. Et dans cet espace de chagrin, où Haïti faisait la une de l'actualité, en de très mauvais termes, où tous les jours où l'on montrait des morts, des cadavres, et quand on est citoyen de ce pays, et puis surtout, j'étais responsable de communication et des relations publiques à l'ambassade de la République d'Haïti en France, il fallait trouver un espace pour créer quelque chose. Et c'est ainsi que je me suis mis à écrire des poèmes. Mais j'avais l'habitude déjà d'écrire des poèmes depuis Haïti. Et là, j'ai commencé à écrire. Et surtout, Facebook m'a permis de les publier. Ah, j'en raffole. De les partager. Toutes les semaines. Mais il faut voir toujours, mes poèmes, c'est toujours des articles que le journaliste que je suis, d'ailleurs c'est le seul métier que je revendique, je suis journaliste, que je n'ai pas pu écrire, que je les ai transformés en poèmes. D'ailleurs, ça se voit
à travers le ton des textes. Mhm. Ouais. Mhm. Alors, je suis très certainement satisfait de cette réponse, mais en même temps, permettez-moi de vous dire aussi, Monsieur Delva, que vos poèmes aussi me font pavoiser, ou d'autres me rendent très ému. Certains paragraphes de quelques poèmes, Monsieur Delva, me conduisent parfois à lire. Pour moi, c'est des narrations. Des narrations. Je dirais même parfois, j'ai un livre d'essais entre les mains. Pour encore aller plus loin, parfois je comprends que c'est une rédaction. Alors, je vous vois un peu stupéfait de mes remarques. Je vous écoute, je vous écoute. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. À la page 49 de votre recueil de poèmes, ce poème qui a pour titre « Dans les pas des héros ». Alors, je vais lire pour vous également, pour les téléspectateurs. Je laisse le premier paragraphe. Je prends le second. À nos balles, nous marchons sur son cadavre, avec des sabots étrangers. Notre patriotisme factice se rue dans les ambassades, comme des toutrelles devant des pots de fleurs importées. Nous caressons les babines du maître. Nous feignons d'être divisés pour monter dans la charrette des nouveaux colons. Nous adorons monter dans le carrosse de ceux qui nous humilient. Nos pirouettes antipatriotiques sont connues. Ben oui. Alors, Ben ma première question. Alors, n'allez pas trop vite, monsieur Delva, n'allez pas trop vite. Alors, la première chose qui m'interpelle dans ce paragraphe, dans ce poème qui a pour titre, encore une fois, Dans les pas des héros, déjà, vous dites « nous ». Vous dites « nous ». C'est la première personne du pluriel. Nous marchons sur son cadavre. Pourquoi, dans vos poèmes, monsieur Magué Delva, vous vous identifiez toujours dans vos écrits? Bien sûr. Et très souvent, les poètes utilisent des termes indéterminés, comme on. Non, et moi, je n'écris pas de poème en regardant la lune. Vous êtes sur Terre. Non, je suis un poète engagé. Mhm. Mes écrits ont toujours des écrits engagés. Et j'ai toujours professé du journalisme en prenant tous mes engagements de citoyen. Et en écrivant des poèmes, je fais la même chose. Mais il y a quelque chose que vous devriez faire. Si vous lisez la première partie du poème, allez-y pour les téléspectateurs. La hardiesse internationale a enseveli les salines. Dans sa tombe, devant Vertières, tout de noir vêtu, nous sommes accablés de honte. Nous regardons danser les ennemis de l'empereur. Voilà. C'est ce qu'on appelle... Encore le nous, hein. Il est Bien là, sûr, il est bien toujours sûr. là. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle en poésie des métaphores de juxtaposition. C'est-à-dire que il y a un phénomène que le poète voit, il n'a pas envie d'utiliser le moi poétique pour faire passer son message. Il engage tout le monde. Pourquoi j'ai engagé tout le monde dans mes poèmes, surtout ce poème Oui. et à l'égard de Dessalines, parce que Dessalines, c'est le fondateur de la patrie, c'est le héros de Vertières, et nous ne connaissons pas beaucoup d'exemples, ou du moins il n'y a pas d'exemple du tout. Un type qui a été esclave, un type qui a connu la servitude dans ses chairs, un type qui n'était rien que le code noir faisait de lui un meuble. Et ce type a libéré un pays. Ce type a
complètement, mais j'ai dit complètement, écrasé la plus grande armée du monde, l'armée napoléonienne. Ce type-là ne mérite pas mon moi poétique. Il est dans la multitude. Dessalines est dans la multitude. Quand on parle de Dessalines, il faut bien mettre à l'esprit, c'est celui qui a libéré tout un continent de l'esclavage. C'est celui qui a pété le verrou de l'esclavage. Et après, tous les autres ont suivi. Si j'écris de ce type, si j'écris de cette personne-là, si j'écris de cet homme, je n'ai pas à utiliser le moi poétique. Je dois utiliser le nous collectif. Et ce d'autant plus, nous avons, à son égard, nous avons été malhonnêtes à son égard. Quelle que soit la génération d'Haïtiens, nous avons été malhonnêtes à ce type qui nous a libérés de l'esclavage. Et moi, je voulais rendre hommage à Dessalines à travers mes écrits. Je suis un Dessalinien. Je suis un Dessalinien intégral. Et chaque fois que je vois que quelqu'un fasse quelque chose, non seulement pour faire rayonner le nom de Dessalines, je suis là. Et c'est pour cela que, pas le moi poétique, mais c'est le nous collectif. C'est le nous collectif. Vous suivez À l'ombre de l'horizon sur votre chaîne préférée. Notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Maguet Delvar, qui est en train de décortiquer avec nous, chers téléspectateurs de H-Live, son recueil de poèmes qui a pour titre Le Palais du Chagrin, édition Astrino B, paru en avril 2018. Alors, vous autres également, si vous voulez passer dans cette émission, vous savez déjà quoi faire. Il faut rentrer en contact avec la direction de H-Live. Mais je reste encore un tout petit peu, je ne vais pas m'attarder trop, mais dans ce poème, pour essayer de comprendre vos sentiments, puisque vous dites dans la dernière phrase, « Nous adorons monter dans le carrosse de ceux qui nous humilient ». Auriez-vous quelque chose Bien sûr, c'est des très belles métaphores. à dire que vous n'avez pas dit? Bien sûr, c'est des très belles métaphores pour décrire une réalité. C'est quoi la réalité pour La réalité, on a l'impression parfois que nos compatriotes pensent, intègrent dans leur psychologie que le développement de mon pays, ce sont les étrangers qui viendront le faire. Moi, je récuse tout à fait cette idée. Je pense que seuls les Haïtiens peuvent se mettre ensemble pour contribuer au développement d'Haïti. D'ailleurs, ça n'existe pas dans l'histoire. Aucun peuple n'a été ou bien n'a connu le développement parce qu'un autre peuple est venu faire le développement chez lui. C'est ça que je voulais dire dans mon poème. Que mes compatriotes, c'est à eux de prendre le destin du pays de Jean-Jacques Dessalines en main. Étiez-vous en train de nous raconter quelque chose dans ce poème? Non, mais je vous ai dit tout à l'heure, mon cher ami, que la plupart de mes poèmes, je ne les écris pas en regardant la lune. Ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai vécues et que j'ai transmis là en utilisant des métaphores, en utilisant des parallèles, en utilisant des scansions pour faire passer un message. Par exemple, il y a un poème que tu n'as pas retenu qui s'appelle Port-au-Prince, ma ville. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà. Et il y a aussi mon pays. Ben oui. Alors il faut dire aux téléspectateurs. Port-au-Prince, ma ville, c'est... Il y a deux phrases. Port-au-Prince s'est endormi dans mes bras comme une vieille dame. Mais on ne peut pas aller plus loin. Tout est dit. Là, vous avez des métaphores, vous avez des parallèles et vous avez des scansions. Port-au-Prince s'est endormi dans mes bras comme une vieille dame. Celui qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui est dans un reportage chose vue. C'est ça. C'est celui, par exemple, si j'étais peintre, j'aurais pu peindre ça. Port-au-Prince s'est endormi dans mes bras comme une vieille dame. Oui. Beaucoup de bonnes choses ce soir pour les téléspectateurs de H-Live.
Nous sommes en train de décortiquer des vers, des phrases, des mots. Et c'est ça, cette émission. À l'ombre de l'horizon, si vous avez des choses semblables à nous proposer, n'hésitez donc pas à nous contacter. Ce soir, notre invité du jour, c'est monsieur Magué Delva, auteur, écrivain, journaliste et poète. Et poète aussi, il faut le signaler. Alors, je reviens à présent sur le poème que vous avez écrit en l'honneur de monsieur François Maniga. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Alors, permettez-moi de lire quelques paragraphes, parce que c'est un poème que je ne veux pas dire que j'adore, mais que j'apprécie beaucoup. Alors, ça, c'est pour vous, chers téléspectateurs de H-Live. J'ai soif, c'est pour ça que je m'amotte. Voilà. À Leslie Maniga. Mon ami, mon frère, tu es parti non sans un dernier argument. La faucheuse a encore étendu son manteau noir. Sur cette vie que tu as chérie, mon cher professeur, oui, tu es parti sans avoir revu l'aube. Se lever sur notre plaine, tes rêves chimériques parleront désormais aux astres de l'au-delà. Tu continueras à argumenter en 3 points. Le delta lumineux te suivra partout, comme un phare allégorique. Qui de nous, de la chaîne d'union, aurait imaginé que tu serais si vite arraché à la vie que tu as chérie? Qui pouvait savoir que tu allais nous abandonner? Mon ami, la faucheuse a encore frappé. En nous enlevant l'un de nos meilleurs cerveaux, c'est le triste destin imposé à l'homme que de quitter la vie en laissant son œuvre inachevée. Aussi excellente soit-elle, même les rois meurent en laissant à la postérité leur dessein inaccompli. Sache, mon frère, que la corotte des frères en gants blancs s'amoncelle sur le parvis, comme au soir du grand au revoir. Dès notre naissance, nous tendons irrésistiblement vers cette triste fin. Et la procession funèbre suit son cours comme un petit matin brumeux qui s'est métamorphosé au fur et à mesure que nous gémissons et que nos pleurs s'en vont couler. Comme de l'eau bénite sur nos chagrins, pourtant tout ici-bas est un cheminement vers l'au-delà. Avec son cortège d'abandon et de dépouillement, lumière encore, lumière sur nos manquements, sur cette terre nourricière qui t'a enseveli dans son linceul blanc. Cher Leslie, qu'avions-nous vécu ici-bas? Tout est misérable. Le mystère réside dans la philosophie de la mort, comme remède final à nos maladies, à nos ennuis, à nos chagrins. La mort est la seule solution philosophique qui résout tout. Ce qui reste n'est que vanité. Adieu, mon ami. Nous pleurons à chaudes larmes ton départ. Voilà, tout est dit. Quel beau poème. Mais oui, tout est dit parce que Leslie, je l'ai bien connu, contrairement à ce que les gens pensent. Leslie, c'était quelqu'un de très sympathique et qui avait des idées généreuses. D'ailleurs, c'était quelqu'un de très généreux et qui aimait beaucoup le peuple haïtien, qui aimait beaucoup les Haïtiens et les plus humbles. Parce que... Alors, il faut dire aussi que... Parce que je ne veux pas que mes idées m'échappent, puisque le but de ma lecture, non seulement de participer dans cet hommage pour ce grand professeur, mais également aussi, c'est d'essayer de comprendre. Je pense que même les téléspectateurs, ceux qui vont prendre du temps pour lire ce poème dans ce bouquin, vont peut-être se demander pourquoi a-t-il dit cela. Alors moi, mon rôle ce soir, c'est de vous poser cette question. Pourquoi avez-vous dit, pourquoi avez-vous fait, pourquoi avez-vous écrit? Alors,
Dans ce beau poème, vous relatez de tellement de belles choses, de bonnes choses à l'égard de M. Leslie Maniga. Pourtant, vous utilisez un mot que je ne comprends pas. Pourquoi dites-vous « Tes rêves chimériques parleront désormais aux astres » ? Parce que Leslie, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de rêves pour Haïti. Pourquoi ce terme? Et comme il est mort, ses rêves, ses chimères. Mais oui, ses rêves, ses chimères. C'est pas trop fort? Non, je ne pense pas, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'arguments. Et c'est quelqu'un, parce que Leslie et mon ami Gérard Aubourg, qui était étudiant de Leslie Maniga à l'école normale supérieure, nous disait que c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans une discussion argument pour argument. Okay. Et il rentre chez lui et il appelle l'interlocuteur pour continuer et la discussion. Parce qu'avec Leslie, la discussion n'est jamais terminée. Et je vous raconte une anecdote. Oui. Et Leslie et son parti étaient affiliés à l'Internationale démocrate chrétien. Et moi, à l'époque, je militais au Parti socialiste. Mais Leslie, c'est toujours le professeur et l'étudiant. Et puis un jour, il m'a fait un cours sur les relations entre les socialistes et les démocrates chrétiens. Les démocrates chrétiens. Je lui ai dit, et il m'a dit, tu vois, tu as fondé un parti socialiste en Haïti qui s'appelle le CONACOM. Moi, je suis démocrate chrétien. Et il m'a fait toute l'histoire des idées chrétiennes et des idées socialistes. Tout ceci pour me montrer que dans l'histoire des idées politiques, il n'y a aucune différence entre les démocrates chrétiens et les socialistes. Ce qui est vrai. Si vous êtes socialiste, vous voulez que tout le monde puisse avoir à manger. Si vous êtes socialiste, vous êtes d'accord pour que tout le monde puisse aller à l'école. Mais un chrétien qui a la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit il faut donner à celui qui n'en a pas. Et comme Leslie Maniga était un aristocrate, quand j'étais un aristocrate, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut que tout le monde s'élève. C'est ça. Leslie voulait que tout le monde s'élève, que tout le monde puisse écouter au pain de l'instruction, que tout le monde puisse devenir intellectuel, que tout le monde puisse écrire un livre. C'est ça, Leslie. Que tout le monde puisse écrire un livre, que tout le monde puisse... C'est chimérique pour vous? Non, mais quand c'est chimérique? Alors, quand j'ai dit chimérique, je veux... Alors, ici, il faut prendre le mot chimérique comme une métaphore. Alors, attends, comme une métaphore. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pensait, qui voulait faire une révolution mentale en Haïti. Et quand on veut faire une révolution... C'est impossible? Bien sûr. Quand on veut faire une révolution, quand on pensait faire une révolution, eh bien, c'est des rêves. C'est des rêves, c'est des chimères. Parce que si vous voulez faire une révolution, vous allez avoir des ennemis. Vous allez avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. À ce moment-là, donc, dans ce contexte-là... C'est ça. Il faut voir le mot comme une métaphore. Chimère comme métaphore de celui qui a des idées positives, qui voulait faire quelque chose de positif. Donc voilà. Donc pour vous, c'était jamais quelque chose qui était à l'antipode de l'esprit de... Non, il faut voir le contexte sociologique, le fait que vous êtes un homme politique. J'ai dit ça parce que Leslie, c'était un homme politique qui était à la tête d'un parti politique, qui défend ses idées politiques. À partir du moment que vous défendez vos idées politiques et vous êtes dans des rêves, vous voulez que les gens habitent vos rêves et vous êtes dans des chimères. Parce que les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec vous. C'est ça qu'il faut voir dans le mot chimère utilisé dans le cas de Leslie. On va laisser l'étude des textes pour aborder un autre aspect dans votre cahier de poème, M. Magadelva. On va aborder vite fait l'aspect sociopolitique également. Je sens que vous êtes très combattant. Je sens dans votre cahier que vous êtes un homme engagé. Et j'avais même compris que vous êtes un socialiste. Alors, ne me répondez pas pour le moment. Gardez vos réponses. Pour corroborer tout ça, je vais lire pour vous et également pour les téléspectateurs un poème
qui s'appelle Fort Dimanche. Ça vous dit quelque chose? Fort Dimanche. Alors, écoutez avec beaucoup d'attention. C'est à la page 153 pour ceux qui ont le livre en ce moment, le recueil en ce moment. Lisez avec moi à la maison. Un jour, par un beau temps lumineux, je dirai les noms des humiliés, alignés sur la cour. Les 19 font leurs adieux. J'étranglerai en épelant Fort Dimanche. Caserne des Salines, les fusillés. Un jour, devant un auditoire en pleurs et meurtri, je placarderai sur les murs de la salle les photos des 19 innocents. Je dessinerai la lumière qui éclairait le visage flétri, l'ultime geste des bourreaux qui faisaient gicler du sang. Le jour de la Toussaint, je raconterai ce soleil de malheur qui illuminait et qui traversait le peloton, impeccablement aligné. Des compagnons d'armes faisaient chanter leurs pistolets mitrailleurs. J'écris un document pour raconter la vie des suppliciés devant les trous béants de la mort captive. Le jour de la Saint-Jean, j'alignerai les photos de ces disparus devant mon talisman et j'égrenerai les noms pour une prière écuménique et je chanterai un cantique muet qui imprégnera tout mon être. Encore, vous faites quoi? On applaudit? Ouais. Très beau poème. Bravo. Mais, alors, et ça explique quoi? Alors, il faut savoir que moi, je suis issu d'une famille du valériste. Parce que je suis d'Elva. Je suis issu d'une famille. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues devant moi. Et j'avais un oncle militaire qui me racontait et comment la mise en scène de la mort de ces 19 officiers fusillés par François Duvalier. Et j'avais fini par comprendre, chez lui, c'était une espèce comment je peux dire ça, de poids qu'il allait emporter dans sa tombe. Il me racontait ça tout le temps. Et moi, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'un civil prend dans une armée 19 jeunes hommes? Le plus vieux n'avait pas 45 ans. Vous vous rendez compte? Dans une armée, un civil prend 19 officiers. Le plus vieux n'avait pas 45 ans. Il les a fusillés et cette armée n'a rien dit. C'est ce que j'ai essayé de faire passer dans le foie. Ça a dit que chaque fois que mon oncle, parce que j'avais plusieurs personnes qui étaient dans ma famille, qui étaient militaires, qui nous racontaient ça, ça me glaçait le sang. Ça me glaçait le sang. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On prend 19 officiers, et en plus, ça, c'était ça, qu'on me racontait ça. Et maintenant, quand je suis devenu journaliste, je vais dans les documentations haïtiennes, et un jour, tout à fait par hasard, je suis tombé sur la photo de ces 19 types. Mais il me dit, mais c'est pas possible. Comment peut-on? Parce que c'était des types qui avaient des épaules larges, qui faisaient à peu près 1,90 m. Et puis des types qui étaient habillés en militaire. Mais vraiment, ça restait dans ma tête comme un nœud vraiment de l'incompréhension. Et ce poème nous permet de comprendre que vous êtes, que vous avez, comment je peux vous dire ça, vous révoltez contre... Oui, je ne comprends pas. Ouais, et je peux dire aussi... Il y a un feu, je sens qu'il y a un feu au-dedans de vous. Et je peux dire que c'est ce poème, en fait, c'est ce fait politique que j'ai entendu parler dans mes... Comment dirais-je, chez moi, dans ma famille, dans la famille de ma maman, dans la famille de mon père, et des oncles qui étaient colonels dans l'armée, qui racontaient ça. Et maintenant, le journaliste que je suis devenu interroge des gens, prend des notes, et il y a des livres qui sont écrits maintenant, et en particulier celui de M. Rony Gillot. Tout ça, les 19 officiers
on les a tués pour rien, parce que c'était tout simplement un petit complot au sein même du palais. C'est ça. Quand j'ai lu le livre de Oni Gino, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On a tué 19 garçons. Parce que tout simplement, il y a une personne qui a été à Duvalier, ce type-là, parmi lesquels il y avait le beau-fils de Duvalier qui a échappé des justesses. Y a-t-il encore autant d'injustice? Mais c'est même pas l'injustice, c'est de l'inconcevable. C'est quasiment de... Là, vous êtes remonté de 30 ans ou bien 40 ans en arrière. Mais tout ceci pour t'expliquer le palais, justement. Oui. Il y a ça dans le palais. Et c'est pour cela que Eric a choisi le mot palais. Parce que tout ce que j'ai dit là, ce sont des choses au palais réellement. Donc, le palais physique aussi. Le palais physique aussi. C'est pour cela que le titre est vraiment accrocheur, parce que tout ce que j'ai dit, la plupart des poèmes sont exactement ce qui s'est passé dans les palais. D'accord. Alors, aujourd'hui, si vous auriez dû faire un poème sur Fort Dimanche, qu'auriez pu dire? Je pense que j'ai 2 poèmes sur Fort Dimanche. Là. Il y en a 2. Il y en a 2? Oui, il y en a 2 sur Fort Dimanche. Oui. Parce que diriez-vous maintenant? Parce que Fort Dimanche... Les choses ont changé? J'ai connu, non, pas du tout. J'ai connu Claude Rosier. Okay. Claude Rosier, c'est celui qui a écrit Journal d'un prisonnier politique. Oui. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup les livres, et j'ai lu aussi le journal d'un type, Fort Dimanche, Fort la mort. Voilà. Tout ça, ce sont des livres qui ont nourri mon esprit, qui m'ont donné... Moi-même, j'ai écrit une fiction sur Fort Dimanche, que je n'ai pas encore publiée, où j'ai mis en scène un colonel et un prisonnier politique. Le colonel a été au lycée Pétion avec le prisonnier politique. Mais sauf que le prisonnier politique était membre d'un parti communiste haïtien qui s'appelle le PEP, Parti d'entente populaire. Et on a arrêté ce type. Dans ma fiction, je l'appelle Golgotha. Et on a arrêté Golgotha parce qu'il était membre du PEP, de Jacques-Stéphane Alexis, qui a été assassiné en Haïti. Et ce type, on l'a mis en prison. Mais à l'école, au lycée Pétion, lui et Golgotha apprenaient à réciter des poèmes par cœur. Toujours des poèmes par cœur. Oh, parce qu'à l'époque, en Haïti, c'était des mises, le 18 mai, on récitait des poèmes patriotiques. Ouais, c'était... Voilà. Et ça. Golgotha est en prison, et il entendait simplement le passage d'un quelqu'un, il a compris, c'était le capitaine, lui, avec lequel il était au lycée. Mais comme il était son compagnon, ils avaient récité le même poème, qui s'appelle la liberté. Il commençait à réciter ce poème. Et le colonel, lui, s'est arrêté devant la prison. Et il a dit d'ouvrir la porte. Et à la porte, il a trouvé... Et Golgotha lui a dit, sauve-moi la vie. Je suis un communiste. Et dans ce pays, lorsqu'on est communiste, on va mourir. Forcément. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et le colonel lui dit, mon cher, je vais tout faire pour vous sauver, à une seule condition, que votre dossier, il n'y a pas le mot communiste dedans. Voilà. Vous suivez votre chaîne et vous regardez en même temps votre chaîne préférée H-Live avec votre serviteur, Edouard Franklin Jedem. C'est toute une nouvelle émission qui s'appelle À l'ombre de l'horizon. C'est un premier numéro avec Monsieur Maguet Delva qui a publié un livre, un recueil de poèmes qui s'appelle Les palais du chagrin. Nous sommes bientôt à la fin, je le dis à la fin de cette émission. Alors juste avant de refermer cette page, je vois que vous êtes très amical et vous avez fait part de chagrin immense au sujet d'une... Je ne sais pas, d'une personne que vous avez peut-être entendue, soit à la radio, je ne sais pas, qui s'appelait Tulil. Alors, elle était quoi et qui pour vous? Tulil, c'était un compatriote haïtien qui avait 20 ans et qui a traversé la frontière pour exercer le métier de cireur de chaussures en République dominicaine. Et mon compatriote a trouvé la mort dans des conditions terribles en République dominicaine, exactement le 13 février 2015.
lors d'une manifestation des nationalistes dominicains qui a pendu notre compatriote Tulil et sur une place. Il a fait les frais. Voilà. Il a fait les frais. Ouais. Et j'ai écrit ce poème en allant voir ce que disaient tout simplement les dépêches de l'AFP et de Reuters. D'accord. Comme je suis journaliste, je veux écrire quelque chose à partir de ce que les agences de presse disent. OK. Et je suis tombé sur un article qu'a écrit un journaliste dominicain qui s'appelle Diaros, qui était spécialiste d'Haïti et qui travaille pour un grand quotidien dominicain. Il a écrit un long article sur Tulil parce que Tulil fait partie de ces Haïtiens qu'il suivait en République dominicaine. Okay. Après la mort de Tulil, il a écrit un long article pour expliquer, et c'est là que j'ai découvert que Tulil, en fait, c'est quelqu'un qui était en classe terminale en Haïti. Ça nourrit les philosophies. Mais comme il ne pouvait pas vivre en Haïti, il n'avait rien pour vivre, il a traversé pour exercer le métier de cireur de bottes en République dominicaine. En République dominicaine et dans le but de retourner en Haïti. Pour poursuivre ses études. Pour poursuivre ses études. Et c'est une situation qui m'avait mis vraiment à plat. Moi, personnellement, je me sens très touché. Voilà, je ne pouvais pas accepter ça. Que ce type a trouvé la mort. Et ce poème, c'est un hommage à Tulil parce que je n'accepte pas. Je n'avais pas accepté que de mes compatriotes puissent trouver la mort dans une situation aussi terrible. Vous êtes très intéressé apparemment par la situation des compatriotes haïtiens en République dominicaine. Parce que là, j'ai 5 poèmes. J'en ai vu. Hein. Ils en sont vraiment au nombre de 5. Ce qu'il faut également souligner dans votre recueil, il y a plusieurs titres, plusieurs poèmes qui ont le même titre. Par exemple, Mon pays, mon pays, mon pays, mon pays. Donc, pourquoi vous faites ça? Pourquoi êtes-vous obligé d'utiliser le même terme pour désigner d'autres sentiments, d'autres... Bien sûr. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je suis haïtien. Je suis né dans ce pays. Et ce pays, comme je te le disais tout à l'heure, c'est ce pays qui m'empêche d'être heureux, d'être un homme heureux. Et je connais bien l'histoire de ce pays. Et je sais ce qui se passe dans mon pays. Et je travaille pour mon pays. C'est-à-dire que je comprends bien, tous vos bien placé. Pourrait être appelé mon pays. Voilà, je suis bien. Non. Alors, quand vous dites ça, il faut faire attention. Il faut bien voir mon pays toujours dans un contexte différent. Tout à fait, ça je dis aux auditeurs. Voilà, toujours dans un registre différent. Par exemple, j'ai un poème qui s'appelle et Mon pays, et il y a un mot derrière pour bien faire la différence. Tout à fait. Pour bien faire la différence. J'aurais pu dire... Par exemple, quand je dis Port-au-Prince, c'est toujours mon pays. Ouais. Il y a Ciel de mon pays. Voilà. Il y a De mon pays, hein, par contre. Il y a De mon pays. Et puis, il y a d'autres poèmes de ce genre avec le même titre, mais qui dégagent d'autres sentiments. Bien sûr. Voilà, dans d'autres vers. Alors, avant de terminer, j'aimerais que vous me permettiez de vous poser cette question à propos de ce poème qui s'appelle « Mes désappointements patriotiques ». À la page 168. Je lis très brièvement pour vous, chers téléspectateurs, puisqu'on ne reste pas beaucoup de temps à passer ensemble. Dois-je bander les ardeurs patriotiques de nos illustres ancêtres? Participerai-je à mon tour à leur décapitation historique par ceux qu'ils ont vaincus? Que dire à mes enfants de leur bravoure, de leurs insistances, quête de liberté, de leur droite dignité dans la servitude? Dois-je les déposer dans des linceults aromatisés? Les disperser comme font des va-nu-pieds insolents qui prononcent et salmodient des phrases acrobatiques pour parler de leur génie stratégique,
sous la voûte étoilée des désespoirs revivifiés? Dois-je confondre la France et ses acolytes qui les enferment dans d'atroces mensonges pour se venger de leur cinglante défaite? Mes prières vont tambour battant à leurs insolences de nègres marrons. Ma fierté en bandoulière se redresse chaque fois que leur nom sursaute dans ma bouche comme des pierres précieuses. La flétrissure de ma patrie n'atteint point sa grandeur passée. Ma question, ne parlez pas trop vite. Êtes-vous encore fier d'être haïtien? Bien sûr. Justement, en disant ça, c'est la fierté même. Je suis une quête. J'essaye de faire comprendre à mes lecteurs, ceux qui ont la chance de lire et ce poème en particulier, que être haïtien, c'est non seulement un motif de fierté, mais c'est aussi être dépositaire d'une grande histoire. Et jusqu'à présent, on ne veut pas voir cette histoire. Je vais vous raconter encore une anecdote. À l'Académie diplomatique internationale, j'avais un professeur qui s'appelle M. Charles Zorbib, qui faisait un cours de géopolitique européenne. Pendant 2 heures, M. Zorbib nous racontait Napoléon. Napoléon qui n'a jamais eu de défaite, tout ça, Napoléon. Le grand Napoléon. Le grand Napoléon. Et je l'ai entendu et je le regardais comme ça. Et il a terminé, il a dit, messieurs, vous avez la parole. Dit, monsieur Zorbib, vous êtes terrible. Dit, monsieur il a dit pourquoi? Dit, monsieur le professeur, mais vous êtes terrible. Il m'a dit, mais Delva, pourquoi vous dites que je suis terrible? Dit, mais monsieur, vous venez de parler de Napoléon. Vous dites que Napoléon n'a jamais été vécu. Dit, mais monsieur, où vous avez vu ça? Dit, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites de la révolution haïtienne des 18 ans? Oh, mon cher Delva, mon cher étudiant, excusez-moi. Alors, le poème, c'est ça. Ce poème, c'est exactement ça. C'était dédié aux Haïtiens. De les faire comprendre. De les faire comprendre aussi, que non seulement ceux qui essayent d'étouffer la révolution haïtienne pour le message qu'il porte, qu'il comporte, et que nous, quand je pose la question, est-ce que moi aussi, est-ce que je vais essayer de ne plus parler de la révolution haïtienne parce que ça dérange mes interlocuteurs? C'est ça la question. Est-ce que les Haïtiens ont le droit de continuer à parler de la révolution de 1804? Je suis de ceux qui pensent que oui, non seulement c'est un droit, mais c'est un devoir qu'ils ont de continuer à parler de la révolution de 1804, de faire comme Éric, de continuer à écrire des pièces de théâtre, des livres, des poèmes, car c'est la fiction qui a sauvé Dessalines. Sans la fiction, il n'y aurait pas de Dessalines. On a commencé avec Dessalines, des pièces de théâtre, des poèmes. Voilà. Nous sommes bientôt à la fin de notre émission, premier numéro à l'ombre de l'horizon. Notre invité du jour, c'est monsieur Maguet Delva. Maguet Delva qui nous a permis de rentrer dans son âme, dans son cœur. Vous auriez par exemple un coup de cœur à partager? Non, alors je voulais dire aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent qu'ils peuvent trouver le livre chez Astrinobé Édition. Téléphone, c'est 01 34 17 63 18. Ok. Voilà. Y aurait-il moyen de connaître la date des prochaines ventes signatures? Il y aura une vente de signatures chez les associations de taxis haïtiens, mais la date n'est pas encore retenue. Mais on peut trouver le livre aux éditions Astrinobé. Il suffit d'aller sur le site internet, vous faites Astrinobé. Astrinobé, oui. Et puis vous aurez... Voilà. Voilà, chers téléspectateurs de H-Live, nous sommes arrivés à la fin de notre émission à l'ombre de l'horizon. C'était chaud, hein? C'était chaud, c'était assez rebondissant, c'était aussi plaisant, c'était
assez clair et bien détaillé. Je me pose la question, si vous auriez été à l'aube, comme l'émission s'appelle, à l'aube de l'horizon, à l'aube de la littérature haïtienne, seriez-vous de quel côté? Puisque nous avons connu la génération de la Ronde, qui a été divisée en deux parties, du côté des romanciers ou des éclectiques? Des éclectiques, parce que moi j'aime bien l'ouverture. Mais il faut dire aussi que Génération de la Ronde, ça a été un tapage, parce que c'est 1888 et 1926. Et entre ces deux dates, il y a un événement considérable dans l'histoire de notre pays. Vous savez quel événement? C'est l'occupation américaine. C'est l'occupation américaine qui a complètement changé Haïti. Et les poètes de la génération... servi, hein, pour... Bien sûr, les poètes de la génération de la Ronde, oui. C'était avant tout des poètes qui s'étaient engagés contre l'occupation du pays. Et c'est ce qui a, à mon avis, c'est ce qui a été singulier dans ces poètes de la génération de la Ronde. Que ce soit... du côté des éclectiques. Que ce soit Joyce Sylvain, que ce soit Bellegarde. Coriolan aussi. Coriolan. Oui. Tous ces messieurs-là, surtout ces deux-là, et Dantes Bellegarde, Edir Villers, ouais. et Joyce Sylvain, c'était des écrivains diplomates. Dantes Bellegarde, c'est lui, quand il était ministre de l'Éducation nationale, qui a institué la fête du 18 mai et du drapeau. Vous avez un coup de cœur pour l'un de ces poètes? Edir Villers. Les 10 hommes noirs résument tout. Les 10 hommes noirs, c'est 10 hommes qui racontent leur vie, leurs désillusions, ce qu'ils pensent d'Haïti. Le premier, c'est un type qui te parle... bref. Ne vous sentez-vous pas un peu proche de Coriolan avec son poème « Ô rage, ô désespoir ». J'aime tous les poètes de la génération de la Ronde. Mais Coriolan, moi, mon poète... il était un peu plus... Oui, mais mon poète préféré, c'est... Non, mon poète préféré, c'est celui qui a écrit « Si quelques jours sur tes rives réapparaissent nos tyrans, que leur ordre fugitif serve d'engrais à nos champs. » Tout est dit. Merci, monsieur Delva. Alors, pour terminer, vous vous rappelez de ce poème que vous avez écrit, La fuite du temps? Alors, oui, peut-être. Peut-être que j'ai l'écrit dans un moment de terrible solitude. La fuite du temps va faire la conclusion de notre émission. Je vous laisse le lire aux téléspectateurs. Ah, le temps a toujours fini par effacer nos douloureux chagrins. Tout à fait. Les cicatrices sont refermées, tout redevient comme avant, serein. Le temps qui efface tout, comme les pas des amants sur les plages, rancune tenace, désunion fratricide, se cicatriseront aux vêpres de dimanche. Avec le temps, tout s'efface. Les blessures purulentes et amères trouveront guérison. Dans l'anxiété de nos renoncements, quand les sécheresses du cœur disparaîtront, comme la rosée au soleil matin, la vie humaine sera apaisée. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur Maguet Delva, qui nous a offert ce moment. Un moment sublime avec vous, chers téléspectateurs de H-Live. Vous nous avez suivis sur Freebox 436 et également sur d'autres opérateurs comme Orange et Bouygues Télécom. Vous pouvez donc vous procurer de ce livret au prix de 15 € aux éditions Astrinobé sur Internet. Vous tapez édition Astrinobé et vous avez l'opportunité de l'acheter. Et sur Amazon aussi, c'est possible? Non, sur Amazon, c'est dans 3 mois. C'est dans 3 mois, d'accord, très prochainement. Alors, merci encore une fois d'avoir suivi notre émission, hein, première édition de À l'ombre de l'horizon. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la même chaîne pour d'autres éditions d'À l'ombre de l'horizon avec d'autres auteurs, d'autres écrivains, d'autres bouquins à décortiquer.
Vous revenez? Oui, bien sûr. Quand Dès que vous m'inviterez, je reviendrai. Voilà. Il reviendra sur le plateau à l'ombre de l'horizon avec votre serviteur Edouard Franklin J. Dems. Restez branchés pour la suite de nos émissions sur H-Live. À très bientôt.